Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez AFS pour la présentation de la nouvelle gamme de foils de wave riding, la gamme Silk. En quelques mots, la nouvelle gamme Silk, donc c'est un petit peu le concentré de ces 4 dernières années de développement, hein. Depuis que je m'intéresse au wave riding. On a voulu faire une gamme assez restreinte, hein, parce qu'on connaît la difficulté quand il y a trop de taille à faire nos choix. On a essayé de distinguer pour chacune des tailles le profil d'utilisateur. Donc on aura une 650 qui va être destinée à la pratique forcément dans des vagues assez grosses, parfaites en tow-in, hein, ça c'est sûr, mais qui sera à mon avis très intéressante en wing aussi, hein, pour des conditions musclées, les petits gabarits risquent de se régaler avec cette 650. Ensuite on aura une 850 qui a 82 d'envergure, qui va être bonne aile de downwind aussi, mais donc destinée au surfoil pour un niveau confirmé. Et on passe ensuite sur une 1050. Voilà, elles ont toutes les trois un ratio de 8. J'ai passé énormément de temps à chercher le ratio idéal, hein. Je voulais pas perdre ce côté onctueux que j'ai en passage de rail à rail, donc en roulis. Je voulais surtout pas le perdre. Je le répète, j'ai pas envie de devoir m'appliquer quand je dois déclencher un virage. J'ai bien évidemment fait des protos avec des ratios plus élevés et ce ratio de 8 me semblait être un bon compromis. Et ça va l'être d'autant plus que nous sommes maintenant en monobloc. On limite considérablement le délai, le retard qu'il peut y avoir entre le moment où tu veux déclencher et le moment où le virage se déclenche réellement. Donc ça c'est intéressant. On va avoir un gain évidemment en pumping, en réactivité, en transmission des efforts qui va se manifester par une conduite plus précise, ça c'est sûr. Mais dans les virages, dans les turns, c'est évident qu'on sera beaucoup plus précis. Il y a eu un gros travail de fait sur le nombre de dents, les profondeurs des dents, la largeur des dents, l'évolution du profil sur les saumons, la forme des winglets aussi. Donc il y a un vrillage général de l'aile, mais il y a les winglets aussi qui sont vrillés. Et un petit peu tous les profils qui marchent, mais il faut faire un choix. Soit on fait un profil très porteur, très facile, tolérant, qui risque de se traîner un petit peu parce qu'on atteint quand même des vitesses importantes quand on ride des vagues d'une certaine taille. Donc sentir que le foil est un peu limité en vitesse, c'est frustrant. La particularité de ce foil, c'est que vous pouvez accélérer fort sans avoir le besoin de vous avancer sur la planche et d'être debout sur le pied avant. Ça, c'est ce qui est frappant au départ. Et ensuite, il y a, on le voit bien, hein, il y a de la flèche. Donc ça fait pas mal de temps que je bosse sur ça. Sur le marché, on voit quand même des foils qui se ressemblent tous un petit peu, assez droits, avec des tips qui s'affinent. Moi, j'ai gardé cet esprit-là de flèche qui va me donner pas mal de round outline, donc beaucoup d'onctuosité. Un outline qui est relativement tendu, assez droit et assez mordant. Un peu bout de bois, un peu trop puissant à mon goût. Moi, j'aime bien des transitions assez douces. Donc, cette flèche-là va entraîner une rondeur d'outline en bord d'attaque globale. Donc c'est ce qui va donner cette douceur-là dans le pumping progressif, mais aussi va participer à donner du flex. Et ce flex-là, il a deux intérêts. Il a le premier intérêt de repousser le décrochage de l'aile dans les turns, puisqu'on augmente la déformation fait que le décrochage ne se fait pas, mais il a aussi l'intérêt de donner un effet un petit peu rebond au pumping. Donc ça fait un petit peu ça joue le rôle un petit peu d'une palme qui vient brasser l'eau et qui donne
une facilité au pumping. Nos ailes présentent cette flèche-là. Voilà, on a 4 cm de flèche. Et on a 4 cm de flèche sur tous les modèles. Pourquoi si on réfléchit bien, 4 cm de flèche sur la 650 va donner beaucoup de rang d'outline, et 4 cm sur la 1050 va en donner un petit peu moins. Le souci sur les grandes tailles, c'est de pouvoir les faire pivoter. Si j'ai trop de flèches, ça va plus pivoter. On va avoir du mal à pouvoir faire les virages dans un mouchoir de poche. Donc retrouver 4 cm de flèche sur une 1050 me retend un petit peu le bord d'attaque, ce que je vous ai expliqué juste avant. Et quand on utilise une 1050, c'est destiné à des conditions plutôt petites, plutôt calme. Donc redonne un peu plus de glide, un peu plus de pivot. Voilà, donc on en a parlé tout à l'heure, quand les conditions sont légères, il n'y a pas de problème, on peut se permettre de rider des foils un petit peu techniques. Mais dès que les conditions se musclent un petit peu, que ce soit en surfoil ou en wing, c'est pareil. Les problèmes arrivent de façon exponentielle. On accentue le contrôle sur les petites surfaces, on accentue l'efficience sur les grandes surfaces. Voilà, exactement. Tu vas naviguer un jour dans du 15 nœuds, tu vas être champion du monde. Le lendemain, il y a 18-20 avec des rafales, tu ne sauras plus rien faire. C'est ça la particularité du foil, c'est que c'est quand même un sport d'équilibre. Donc tout ce qui pourra rajouter du contrôle sans perdre les qualités de glisse, eh bien, est bon à prendre. Donc ça me permet d'enchaîner sur les winglets. Les winglets, c'est pareil. Les winglets, c'est bien clair, leur rôle, c'est de décaler le vortex. Donc si sur une aile classique, le vortex il est en bout d'aile, on sait qu'une partie du tips ne va pas fonctionner. Donc rajouter un winglet lui permet d'optimiser toute la surface de l'aile, donc d'en faire logiquement et mécaniquement une un petit peu plus petite, donc un petit peu moins encombrante. Voilà. Ensuite, les winglets, c'est sûr, certains les coupent et ont l'impression d'avoir une toute autre aile, beaucoup plus libérée. Oui, ça bloque un petit peu le lacet, surtout quand à des vitesses modérées. Mais le gain à basse vitesse, le gain de contrôle, lorsqu'il y a des mouvements d'eau, lorsqu'il y a de l'air en surface, les winglets jouent un rôle considérable. Pendant des années, je prototypais mes ailes sans winglets, j'allais naviguer. Le lendemain, j'y collais des winglets et ça changeait tout. On l'a vérifié, je ne sais combien de fois. Voilà, ensuite, on est parti sur une liaison que vous reconnaissez ici. Elle a plusieurs avantages. Elle permet de conserver l'inertie du fuselage et elle permet donc de réduire la section du fuselage. Donc là, on se retrouve avec la Silk avec un fuselage de 30 mm de large, donc forcément un gain de glisse immédiat. Ensuite, ce que je peux vous dire également, c'est que chaque taille a une longueur de fuselage. On a des fuselages relativement longs sur la petite 650 et on raccourcit de 1 cm de taille en taille pour avoir plus de mania avec les grandes surfaces. Voilà, donc sur les 3 tailles, à chaque fois on a 1 cm de moins. Gros travail sur les stabs aussi. C'est pareil, le nombre de bumps, la taille des bumps a été décidé au fur et à mesure des tests. Je m'amusais même à faire des blind tests avec les copains. Je faisais des stabs rigoureusement identiques, un avec bump, un sans bump. Et je leur demandais à la fin du ride lequel ils pensaient avoir ridé, quoi. Ouais. Il y a une taille de stab par aile avant, du coup, Laurent ? Il y aura une... Oui. Alors, pour moi, c'est incontournable. Et c'est pas du luxe du tout. Parce que, en effet, on pourrait se dire un stab pour 2 tailles, ça pourrait le faire, mais c'est pas du tout le cas. L'avion se comporte de façon optimale avec une seule
taille, une seule surface de foil, ça c'est évident. Alors on va pouvoir pallier, les conditions sont plus musclées, sont plus radicales, on met un plus petit stab, on va sauver la session. Les conditions sont devenues un peu plus light, on a un stab un petit peu plus gros, on va aussi sauver la session. Mais grosso modo, dans son programme, il n'y a qu'une surface de stab qui va faire que le foil est vraiment dans son plein potentiel. Voilà, dans ses lignes, et il n'y a pas de déséquilibre. On a tous ressenti l'effet d'un stab trop gros qui prend le dessus, qui va te bloquer l'arrière et du coup rendre l'avant instable. On a tous goûté un stab trop court qui va te parasiter un petit peu le décollage. Tu vas avoir tendance à marsouiner et il va s'affirmer que dans les vitesses max. Donc il est assez simple de comprendre qu'il y a une adéquation, hein, à respecter, un équilibre des surfaces à respecter, quoi. Donc ça serait gâché que de devoir faire un compromis en se disant on va faire un stab qui fera l'affaire pour les deux. Non, il ne fera pas l'affaire, il fera à moitié le job, quoi, ça c'est sûr. Mais surtout à ce niveau de performance, en fait, j'ai envie de dire. Là, on parlait de spécialisation, on a une quête de performance et d'agrément d'utilisation qui est devenue... je pense que le niveau d'exigence est là maintenant, clairement. D'avoir un produit full monobloc comme ça, full carbone, intégral de l'ultra haut module, une qualité de maille irréprochable, on ne peut pas plus se permettre d'être trop dans le compromis sur faire un stabilisateur qui marche à peu près pour deux surfaces. Mon travail de ces derniers mois, voire de ces dernières années aussi, ça a été de trouver le setup altitude de stab idéal. J'ai baladé le stab de moins 30 mm à plus 40 mm au-dessus de l'aile avant, et j'ai fait des tests tous les 5 mm. Chaque configuration apportait des avantages et des inconvénients assez incroyables. Donc il fallait être objectif et faire un travail de synthèse pour choisir celui qu'on allait retenir, parce qu'il y avait des critères à prendre en compte qui étaient différents suivant les styles des riders, suivant les conditions d'utilisation. Donc on a décidé de mettre le stab à la même hauteur que l'aile avant, parce que c'est la configuration qui offre, à mon sens, hein, le plus de glisse, le plus de précision et surtout un appui pied arrière le plus constant possible. Plus on va monter le stab, plus on va avoir un pied arrière tendre. Alors ça peut être séduisant pour rider à basse vitesse dans des conditions faciles. C'est très agréable parce que c'est très, très libéré, très surfy, sauf que quand les conditions deviennent plus difficiles, quand il y a des accélérations, quand on va devoir gérer une marche soudaine ou un mouvement d'eau, le fait d'avoir ce pied arrière tendre provoque des erreurs aussi. Il te met un peu dans le flou un petit peu. Voilà, donc trop flou c'est pas bon, trop raide c'est pas bon non plus. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre le stab à une position intermédiaire. Voilà, donc on a dans une plage de conditions beaucoup plus large un équilibre des pressions pied avant, pied arrière. Ça ça a été le facteur qui a fait qu'on ait retenu cette architecture-là. C'est aussi le gros intérêt de toute la construction monobloc, de la minimisation du diamètre du fuselage, de tout le gain de glisse que ça peut générer. Ça a une grosse influence quand même, mine de rien, sur la plage d'utilisation du foil. Je pense que les foils modernes, et celui-ci, c'en est vraiment le meilleur exemple d'une plage d'utilisation qui est bien plus grosse que ce qu'on pouvait connaître avant. On pourrait imaginer uniquement dans la plage basse, mais ça se révèle vrai aussi dans la plage haute, bien sûr, parce que tout est tellement raide, la transmission est tellement directe donc on a l'impression d'avoir un nouveau foil, tout simplement. Donc pour parler du mât, il y a un gros savoir-faire ici en termes de mât chez AFS, et ils ont donc bien évidemment surfé sur ce savoir-faire pour essayer de répondre à nos exigences. Donc on voulait un mât ni trop long ni trop court. On avait pour habitude de rider avec du 75. 75 c'est trop court.
on est tout le temps obligé de s'appliquer. Donc ça me permettait moi de travailler sur le comportement des ailes en surface. Maintenant c'est fait, ça se comporte beaucoup mieux. Mais prendre une petite marge en longueur, c'est intéressant. Donc on propose un mât de 80. Donc hors tout, ça faisait un petit 82 si on mesure sous le fuselage et sous platine. Voilà. Par contre, il fallait absolument rester sur une corde de 115, la plus constante possible, pour pas avoir trop de différence de comportement suivant l'altitude à laquelle on volait. On voulait bien évidemment aussi gagner un petit peu en épaisseur. On sera à 13,8 sur quasiment toute la moitié du mât. 13,8 d'épée, 115 de corde, et ensuite on monte un petit peu en épaisseur de façon très progressive. Donc par rapport au design du mât, le sabot ici avec 2 vis M8 qu'on a volontairement voulu centrer. Voilà, pour plusieurs raisons, pour répartir bien évidemment le serrage de façon symétrique sur l'accostage et pour des raisons d'esthétique aussi. On a la corde 115 centrée sur l'accostage et les 2 vis M8 centrées sur l'accostage. On a une épaisseur de 13,8 à la base qui court quasiment sur toute la moitié du mât, et ensuite une épaisseur qui augmente progressivement, alors que le bord de fuite s'évase un petit peu, ce qui nous donne une rigidité incroyable. Ça, c'est ce qui frappe dès le début, c'est la rigidité de l'ensemble et du coup la précision du ride, quoi. Ça, c'est ce qui frappe et c'est ce qui change véritablement le tout, quoi, l'ensemble. C'est cette rigidité de l'ensemble, on fait corps avec le foil. Il y a très peu de pertes en ligne entre le feeling que l'on ressent sur le pont de la planche et la glisse du foil. On a aussi épaissi de 2 dixièmes notre bord de fuite, pour des raisons de solidité et de sécurité aussi. Toi Richard, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la construction a été optimisée aussi. On a utilisé de la fibre pitch du coup sur ce mât, donc c'est notre construction UHM en ultra haut module. Et c'est le niveau de rigidité maximale qu'on est capable de proposer, qui a pour particularité d'avoir un effet de surface, un état de surface qui est ultra lisse. Donc ça favorise encore une fois le glide. Et en termes de rigidité, c'est tout simplement le standard le plus élevé que l'on produit actuellement. Donc une rigidité irréprochable, matchée aux qualités de glisse et de tolérance de ce profil-là, ça en fait un mât qui est juste exceptionnel et qui est typiquement ce dont on a besoin pour des activités de wave riding sur lesquelles le niveau de tolérance et de glisse sont testés au maximum. Chypre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du comportement de ce foil sur l'eau? Ouais, après l'avoir testé, j'ai appris à le connaître et je peux vous en parler. En général, on va décortiquer en 3 différents ressentis que j'ai eus. Premièrement, on va parler de la vitesse. Je trouve que l'ensemble a une glisse très fluide. Tu ressens pas de rugosité, tu veux dire? Comment on dit, une glisse de grande pureté? Pure, voilà. Je trouve que l'ensemble a une glisse pure, sans parasite, sans accroc, comme si on traversait du beurre. Du beurre, voilà. J'aimerais parler aussi de l'accélération que les ailes de la gamme Silk peuvent produire. J'ai l'impression d'être dans une voiture de course. C'est le 0 à 100 en moins de 2 secondes, quoi. On est sur une trajectoire assez droite en descente de vague. Tu mets un appui, un virage, bam, ça te crée une puissance, ça te développe une accélération qui me plaît. Ça permet d'être agressif, de se déplacer très rapidement sur la vague, d'aller chercher les sections désirées. Il y a aussi le contrôle apporté par ce foil qui est impressionnant. On retrouve les 2 pieds, donc avant et arrière, toujours équilibrés, toujours la même pression.
que ce soit à très basse vitesse dans des petites vagues ou à très haute vitesse avec une grosse accélération. On ne se retrouve jamais en surpuissance avec trop de lift, ni avec trop peu et appuyé sur le pied arrière. Donc c'est vraiment cet équilibre d'appui qui me plaît dans cette gamme. On vient à la chose la plus impressionnante, qui caractérise le mieux ce foil, je trouve, c'est la manœuvrabilité qu'il apporte dans le ride, dans la glisse. On a toujours cette ressource de jambes avant lorsqu'on prend des quarts avec de l'angle. On n'est jamais surpris par le comportement du foil qui peut nous faire plonger ou nous faire sortir de l'eau, car avec l'ensemble des réglages et des profils des ailes, on a une continuité d'appui très linéaire dans les courbes, dans les changements de rail, dans les gains de vitesse, qui est très agréable. C'est ce qui te permet en fait aussi peut-être de te concentrer beaucoup plus sur tes trajectoires, c'est ça. Plutôt d'être concentré sur ta hauteur de vol et sur le comportement de ton foil et oublier où est-ce que tu es censé taper du coup dans la vague. Exact. On lui fait 100% confiance. C'est un foil qui nous écoute, on va dire. Donc comme Lolo l'a dit, le passage rail to rail très libéré, fluide, intuitif. Smooth like a silk. Smooth as silk. Smooth as silk. Il porte bien son nom. Et ce que j'adore aussi, c'est que je peux, et pas que moi, tricoter avec des courbes serrées dans de très petites vagues, très peu puissantes. J'aurai toujours cette énergie, cette relance, toujours assez de pieds avant pour ne pas enfourner. Et puis me garder cette vitesse de déplacement. Et on pourrait croire qu'un foil qui a ces capacités-là galérerait à haute vitesse, mais c'est totalement le contraire, puisqu'il est aussi très fort, et c'est d'ailleurs impressionnant. Je ne pensais pas que ça allait être possible un jour de faire des foils aussi performants dans de petites vagues comme dans de grosses vagues. Il nous permet de tenir des lignes, des grandes lignes sur des grosses vagues avec beaucoup de vitesse, des grands carves comme on adore. On a du drive, du contrôle, jamais de surpuissance comme je disais. Et tout ça sans changer de foil, sans changer de réglage, dans la même session. On a beaucoup travaillé le flex aussi, hein, toi et moi, pour pouvoir serrer des courbes, le malmener dans tous les sens. Oui. Ça, c'est la particularité de la flèche qui va générer du flex. Donc, il y a un gros travail de recherche de la bonne rigidité. Voilà, parce que beaucoup de souplesse va donner beaucoup de contrôle, mais ça peut vite donner un foil aseptisé, quoi, insipide, avec lequel on va vite se lasser. Et après, trop raide va donner beaucoup de contrôle, mais c'est le foil du coup qui vous malmène dans les turns. Là, on a essayé de trouver le juste milieu. Donc, c'est sûr que quand on voit les cuisses de Chypri, on se dit qu'on ne pourra jamais le malmener autant que lui. Mais on a fait en sorte de trouver le flex, le bon compromis. Voilà, celui qui va vous permettre de faire des grandes courbes bien contrôlées, mais aussi de bien faire vriller tout ça quand vous allez appuyer les turns, quoi. Et encore, j'allais dire que j'ai l'impression que plus je le malmène, plus il répond, et j'arrive pas à trouver les limites de ce foil. Quand mes potes me demandent toujours quand est-ce que tu vas t'arrêter, Lolo, ben, je leur réponds quand on pourra foiler les yeux fermés. Pour plus d'informations sur la gamme Silk, rendez-vous chez vos revendeurs et sur le site Foil & Co.